Le 15 octobre, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, s'est adressé à la presse à l'issue d'une session intense du Conseil OTAN-Ukraine. Dans ses déclarations, M. Rutte a confirmé un élément qui allait bouleverser la dynamique du conflit. Plus de la moitié des pays membres avaient décidé de soutenir activement le programme PURL, liste des besoins prioritaires de l'Ukraine. Une initiative qui canalise les fonds alliés directement vers un fonds commun. Grâce à ce fonds, l'Ukraine peut acquérir des armes de fabrication américaine, précisément le type d'armement qu'elle juge essentiel pour infliger un maximum de dégâts à l'envahisseur russe. Ce qui semble être un détail technique représente en réalité une révolution dans la manière dont l'aide est fournie à Kiev. Auparavant, l'aide était limitée aux dons que les pays pouvaient faire à partir de leurs propres arsenaux. Désormais, l'Ukraine peut choisir ce qu'elle souhaite acheter. Ce changement change la donne. Malgré certaines limitations, personne n'envisage encore que Kiev acquiert des avions de chasse F-35. Ce nouveau modèle offre à l'Ukraine une liberté stratégique qui lui faisait défaut jusqu'alors. Chaque dollar investi dans le programme PURL représente une arme supplémentaire que Kiev peut utiliser avec une précision chirurgicale. Lors de son discours, Rutte a confirmé que le nombre de pays participants était passé de 6 à plus de la moitié des 32 membres de l'Alliance. Il ne les a pas nommés et cette omission était intentionnelle. Cependant, les indices étaient clairs. Dans les heures qui ont suivi, plusieurs gouvernements ont confirmé leur participation. Le même jour, la Finlande et la Suède, les deux plus récents membres de l'OTAN, restés neutres pendant des décennies, ont annoncé qu'ils rejoindraient non seulement le PURL, mais qu'ils étaient également prêts à acquérir des armements américains dans le cadre de ce programme, puis à les transférer à l'Ukraine. Depuis Helsinki, le ministre de la Défense, Antti Akanen, a déclaré catégoriquement « Nous avons décidé de rejoindre le PURL car nous comprenons que l'avenir de l'Europe se joue maintenant, et l'Ukraine a besoin d'accéder aux armements les plus avancés pour survivre. » Lors d'une conférence de presse simultanée à Stockholm, son homologue suédois, Pål Jonson, a appuyé ce message. Le soutien à l'Ukraine est en baisse, et cela ne peut pas continuer. Notre devoir est d'inverser cette tendance. Les deux ministres se sont accordés sur la nécessité de mettre un terme à la réduction de l'aide militaire à Kiev. De fait, selon plusieurs rapports, les livraisons d'armes avaient chuté de façon alarmante ces derniers mois. D'autres pays ont également renforcé leur participation. D'après des sources consultées par Newsweek, l'Ukraine a confirmé l'arrivée de nouveaux contributeurs au programme. L'Islande, la Belgique, le Luxembourg, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, qui rejoignent les 5e et 6e volets de l'aide PURL. Cependant, certains poids lourds n'avaient pas encore adhéré. La France, le Royaume-Uni, de façon surprenante, l'Allemagne, bien que Berlin ait été parmi les premiers à s'engager financièrement quelques mois auparavant. En août, l'Allemagne a annoncé une contribution de 500 millions de dollars au programme, consolidant ainsi sa position parmi les piliers initiaux. Parallèlement, les 6 membres fondateurs du PURL, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Norvège, l'Allemagne et le Canada ont collectivement contribué à hauteur de plus de 2 milliards de dollars. Avec l'arrivée de ces nouveaux participants, le total pourrait tripler d'ici la fin de l'année. Depuis Washington, le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a souligné l'ampleur du changement. Nos attentes sont claires, plus de pays, plus de contributions et plus de puissance pour l'Ukraine. La paix s'obtient par la force. Cette déclaration de M. Hegseth reflétait la nouvelle philosophie américaine, un soutien massif mais maîtrisé, permettant à Kiev de contre-attaquer avec force, tandis que les États-Unis conservent l'initiative géopolitique. Fonctionnement du PURL. Les pays alliés déposent des fonds sur un compte commun géré par l'OTAN. L'Ukraine choisit ses besoins militaires prioritaires parmi un catalogue d'armements américains. Les contrats sont conclus directement avec les fabricants d'armements américains, garantissant ainsi une grande réactivité. Chaque pays bénéficie d'une transparence totale concernant ses contributions et leur utilisation finale. Les résultats opérationnels sont présentés trimestriellement au Conseil OTAN-Ukraine. Ce mécanisme élimine les goulets d'étranglement logistiques et permet à Kiev de planifier sa défense avec précision. Malgré les progrès réalisés, des doutes subsistent quant au type d'armement que l'Ukraine acquérera lors de cette nouvelle phase. Des sources militaires affirment que les premiers fonds seront alloués au renforcement des systèmes de défense aérienne Patriot et des lance-roquettes HIMARS. Mais un autre élément se profile à l'horizon. Peu après l'annonce de Rutte, le ministre ukrainien de la Défense, Denis Shmyhal, a publié une longue déclaration sur les réseaux sociaux. Il y remerciait les nouveaux membres du PURL et prévenait que l'hiver à venir pourrait être décisif. Cet hiver, nous aurons besoin d'intercepteurs, de systèmes de défense aérienne NASAM, de missiles irrités, de chasseurs F-16 et d'équipements supplémentaires. Chaque minute compte, écrivait Shmyhal. Dans son message, il a également avancé un chiffre qui sonnait comme un défi direct.
Si les Alliés fournissent un financement adéquat, l'Ukraine pourrait produire jusqu'à 20 millions de drones d'ici 2026. Un chiffre qui dépasserait tout ce que le pays a fabriqué à ce jour. Volodymyr Zelensky, quant à lui, avait déclaré quelques mois auparavant que le potentiel réel était de 8 millions d'unités par an, si les fonds nécessaires étaient débloqués. Bien que les chiffres diffèrent, le message reste le même. L'Ukraine possède les capacités techniques. Il lui manque simplement des capitaux. Le développement de drones d'attaque et de reconnaissance est devenu l'élément central de leur stratégie. Discrètement, des ingénieurs ukrainiens ont transformé des ateliers industriels en usines d'armement. Chaque nouveau financement accélère la production de systèmes autonomes capables de pénétrer profondément en territoire ennemi. Shmyhal a également mentionné que près de 60% de l'armement actuellement utilisé par les troupes ukrainiennes est déjà fabriqué dans le pays, un fait qui a surpris les analystes occidentaux. L'Ukraine cesse d'être un simple bénéficiaire passif et devient un acteur régional de la production militaire. Sur un ton plus direct, le ministre a lancé un appel aux partenaires européens. Nous avons besoin de 60 milliards de dollars, soit la moitié de nos dépenses prévues. Si chaque pays européen contribue à hauteur d'au moins 0,25% de son PIB, nous pourrons y parvenir. Une autre solution serait d'utiliser les avoirs russes gelés. Ce message, bien qu'incisif, a été bien accueilli par une grande partie de l'Europe de l'Est qui considère le renforcement de l'Ukraine comme un investissement stratégique et non comme un fardeau économique. Priorité militaire de l'Ukraine pour l'hiver. Intercepteurs à grande vitesse et missiles solaires. Modernisation des systèmes NASAM et irrité. Production en série de drones d'attaque et de reconnaissance. Artillerie à longue portée et munitions guidées. Renforcement des infrastructures énergétiques et logistiques. Chaque point de cette liste représente un front critique où Kiev cherche à vaincre l'ennemi avant que les conditions météorologiques extrêmes ne compliquent les opérations terrestres. Mais ce qui a véritablement tiré la sonnette d'alarme au Kremlin, c'est la possibilité pour l'Ukraine d'acquérir des missiles Tomahawk, des armes de précision capables de bouleverser complètement l'équilibre des forces. Selon des sources de RBC Ukraine, Trump aurait déjà pris sa décision, même si officiellement, rien n'est encore décidé. La simple rumeur a suffi à Moscou pour parler d'une provocation intolérable. Les missiles Tomahawk peuvent atteindre des cibles à plus de 2400 km, une distance suffisante pour mettre Moscou directement en danger. Zelensky a déclaré lors d'une récente interview « Si ces missiles atteignent l'Ukraine, la Russie devra se rendre à l'évidence ». Sur le plan économique, cette arme est étonnamment abordable, environ 2,5 millions de dollars l'unité, selon le New York Times. Avec l'élargissement du fonds Purl et la contribution de plus de 16 pays, son acquisition semble désormais beaucoup plus accessible. Quelques heures avant l'annonce de Rutte, le dirigeant néerlandais avait lui-même indiqué qu'il insisterait pour étendre le programme. « Nous avons déjà 2 milliards de dollars engagés », avait-il déclaré. Et il avait raison. À la fin de la journée, la liste des pays participants s'était considérablement allongée, provoquant un effet domino au sein de l'Alliance. La prochaine étape logique serait l'entrée en scène de grandes puissances, comme la France ou le Royaume-Uni. Si elles se joignent à elle, la Russie se retrouvera face au bloc militaire le plus cohérent de ces dernières décennies. Le retour définitif des États-Unis au cœur de l'OTAN non seulement apaise les tensions internes de ces dernières années, mais renforce également l'idée que le leadership occidental a retrouvé une vision claire. Durant son premier mandat, Trump avait menacé de retirer les États-Unis de l'Alliance, indigné par ce qu'il considérait comme une répartition inéquitable des coûts. En 2018, il avait même qualifié l'OTAN d'« inutile » si les membres européens n'augmentaient pas leur budget de défense. Mais, lors de son second mandat, le discours a changé. Désormais, avec le Purl comme vitrine de la coopération, Washington peut se présenter comme l'arbitre et le principal garant de la sécurité continentale. Ce revirement est remarquable. Selon l'Atlantic Council, en 2024, seuls 4 pays étaient en voie d'atteindre l'objectif de consacrer 2% de leur PIB à la défense: la Pologne, la Grèce, la Lettonie et les États-Unis. Aujourd'hui, 23 membres atteignent cet objectif. Et ce n'est pas tout. Fin août, l'OTAN a annoncé un nouvel objectif ambitieux: consacrer 5% du PIB de chaque nation aux dépenses militaires. Cette décision, impensable il y a quelques années, marque un point de non-retour. Depuis Bruxelles, le porte-parole de l'Alliance a déclaré: la sécurité européenne est soit financée, soit perdue. Il n'y a pas de juste milieu. Avec cette nouvelle politique, l'administration Trump semble satisfaite. Les États-Unis font à nouveau confiance à leurs partenaires et se montrent disposés à mettre leur puissance industrielle au service de l'effort de guerre ukrainien. Pour Poutine, ce réalignement est un cauchemar stratégique.
Pendant une grande partie de l'année 2025, il a misé sur la division, convaincu que les tensions économiques et politiques fragmenteraient l'unité occidentale. Il espérait séduire Washington avec des promesses de coopération bilatérale, allant même jusqu'à laisser entendre des concessions dans le secteur de l'énergie. Mais le Kremlin a joué la carte de l'intransigeance. Les négociations de paix ont échoué et l'OTAN a réagi en se retranchant derrière un bloc compact. Le message était sans équivoque, l'alliance est unie et la patience envers Moscou a atteint ses limites. Le même jour, tandis que Rutte s'exprimait à Bruxelles, Exet, depuis Washington, lançait un avertissement public. Les États-Unis sont prêts à imposer un coup réel à la Russie si son agression se poursuit. Le ton de sa voix ne laissait place à aucune interprétation. C'était une menace directe, un rappel que chaque faux pas du Kremlin aurait des conséquences. En Ukraine, la nouvelle a été accueillie avec soulagement. Les porte-paroles du gouvernement l'ont qualifié de tournant, d'opportunité de reprendre l'initiative militaire. Cependant, certains analystes avertissent que le programme Pearl profite également financièrement à Washington. Après tout, les États-Unis sont payés pour chaque système vendu, sans investir un seul centime. Il s'agit, selon eux, d'une aide rentable. Malgré tout, le consensus général est que tout le monde y gagne. L'OTAN renforce sa cohésion, l'Europe démontre son engagement et l'Ukraine obtient les outils nécessaires pour résister. Un rapport de l'Institut de Kiel, publié le 14 octobre, a révélé que l'aide militaire à l'Ukraine avait chuté de 43% durant l'été. Mais, grâce à ce nouveau programme, ce déclin devrait s'inverser. Si les engagements actuels sont maintenus, Kiev pourrait avoir accès à un volume d'armement sans précédent dans les prochains mois. Missiles guidés, radars de haute précision, drones kamikazes et munitions intelligentes. Le constat est clair. L'OTAN est réactivée comme jamais depuis la guerre froide. Les États-Unis regagnent toute leur influence en Europe. La Russie fait face à un front uni qui n'hésite plus. Au Kremlin, les analystes militaires tentent de minimiser l'impact. Mais les fuites en provenance de Moscou sont inquiétantes. Le moral des troupes russes est au plus bas et les pertes dépassent même les prévisions les plus pessimistes. À l'heure actuelle, une seule chose semble claire. Le plan initial de Poutine a échoué. En tentant de fragmenter l'OTAN, il a obtenu exactement l'effet inverse, la plus grande unification militaire occidentale de ce siècle. Le monde observe, impuissant, qu'une simple action, la reprise de l'opération Pearl, pourrait changer le cours de la guerre et l'équilibre des puissances mondiales. Et, tandis que les satellites de surveillance détectent de nouveaux convois se dirigeant vers l'Europe de l'Est, une question commence à résonner dans toutes les sphères du pouvoir. Combien de temps la Russie pourra-t-elle encore résister avant que l'histoire ne se répète, mais cette fois-ci, à son détriment? Merci d'avoir regardé la vidéo. L'équipe d'Europe of Steel vous souhaite une excellente semaine. À bientôt pour une nouvelle vidéo.